Si je vous dis rareté croissante, valeur naturelle, valeur esthétique, culturelle, et si je vous dis pas trop de volatilité, je me demande à quoi vous pensez. Donc je vais tout de suite vous donner la réponse. On va parler de perles. Oui, de perles fines. On va réfléchir à l'investissement dans les perles fines. Un marché longtemps endormi, mais on va voir qui se réveille. Et pour le décrypter, ce marché, loin de l'intelligence artificielle, Philippine Dupré-Latour est avec nous. Bonjour Philippine. Bonjour. Vous êtes expert et directrice du département bijoux dans la maison Agut et vous êtes venue accompagnée d'Aurélien Delaunay. Bonjour Aurélien. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur du laboratoire français Gémologie. Et on a besoin de vous pour démarrer par un exercice de définition. Car on parle de perles, oui. On parle de perles naturelles, fines. De quoi on parle ? Alors, quand on dit juste perle, c'est une perle effectivement qui est naturelle, qui a été créée par la nature, par une huître ou une moule, naturellement sans l'intervention de l'homme. Un mollusque. Un mollusque, voilà, exactement. Après, on a aussi les perles de culture. Et les perles de culture, ce sont des perles qui sont créées grâce à la main de l'homme. On va introduire à l'intérieur d'une huître perlière un noyau avec un nucléus, avec un manteau qui va permettre la sécrétion de nacre autour du noyau, ou bien directement juste avec un tout petit bout de manteau dans une moule, par exemple. Premier exercice de définition important. Deuxième question pour faire le point sur cette séquence. Philippine, vous vous occupez particulièrement de perles, pas que. Vous êtes Madame Bijoux chez Agut. Mais les perles, ça vous intéresse depuis combien de temps ? Je pense que j'ai commencé à me poser des questions, à regarder de façon plus approfondie il y a une quinzaine d'années. Une petite quinzaine d'années. Et à l'époque, c'est vrai qu'en vente aux enchères, les perles passaient en fine culture de façon... on les différenciait pas tellement, et je me souviens que j'ai 2 colliers qui sont passés l'un après l'autre et l'expérience a attiré mon attention. Il y a eu un premier collier qui venait de la maison Chaumet, qui était des perles fines, j'en avais aucun doute. Je l'ai passé en vente sans analyse de laboratoire, avec une estimation tout à fait attractive, et il s'est rien passé, personne s'est positionné. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'étrange par rapport au marché et aux connaisseurs. Je l'ai repassé le mois d'après avec une analyse, et là il s'est vendu 4 fois le prix, je crois. Et puis très rapidement aussi, j'ai eu un autre collier de perles qui m'a été confié par une cliente qui était convaincue que c'était des perles de culture. Elle voulait pas du tout faire l'analyse de laboratoire. J'ai eu beaucoup de mal à la convaincre. Elle pensait que ça valait 200 €. J'ai fait faire cette analyse de laboratoire et on l'a vendu 100 fois le prix de départ. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Le marché ne réagit pas si on ne l'aide pas. Il faut faire quelque chose. Pourquoi ? Où sont les acheteurs ? Qui sont les acheteurs ? Et c'est là que j'ai commencé à travailler ça. On voit l'importance, un peu comme on le connaît tous dans l'univers du diamant, de votre travail, Aurélien, pour analyser et identifier. Si on parle aux novices que nous sommes, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'auditeurs spécialisés dans les perles, la différence entre une perle fine et une perle de culture, si vous pouvez nous faire une analogie avec un autre secteur, c'est quoi ? Alors, c'est assez complexe ça, on va dire entre un tableau et un faux tableau, par exemple. C'est à ce niveau-là ? Quasiment. Disons qu'on peut se dire que quelque chose qui est créé par la nature, une perle fine, c'est quand même quelque chose de très rare, et de plus en plus rare maintenant, avec plein de problèmes liés à l'environnement notamment, au niveau des huîtres, au niveau des moules, etc. La pollution ? La pollution notamment. Et c'est vrai que le marché de la perle et de la perle de culture est vraiment... 95% du marché, c'est de la perle de culture, ce qu'on voit sur les bijoux actuellement. Ouais. La perle fine, c'est quelque chose de très rare et de plus en plus rare. Donc ce qui fait la valeur d'une perle, c'est déjà de savoir si elle est de culture ou naturelle. C'est l'identification, dans tous les cas. Quoi d'autre, Philippine ? Alors, à partir du moment où elle est fine, voilà, il va y avoir une évaluation. Donc elle est naturelle ? Elle est naturelle, tout à fait. Vous allez avoir en premier lieu la grosseur des perles, parce qu'effectivement, plus elles sont grosses, plus elles sont rares. Pour avoir une perle, moi je dirais à peu près de 8 mm, il faut une bonne dizaine d'années, je dirais, à peu près. Ouais. Ouais. Donc une dizaine d'années dans une huître ou une moule. Voilà. Exactement. Donc plus elles sont grosses, plus elles sont rares. Donc ça, c'est un des premiers critères. Mais il y en a beaucoup d'autres et qui sont beaucoup plus difficiles à classer par rapport au diamant qui a une classification très établie de couleur, de pureté. La perle, c'est beaucoup plus... C'est une matière de sensation, je trouve. Il va y avoir la forme, voilà, qu'elle soit parfaitement harmonieuse ou en goutte, ou voilà, mais la forme de la perle, mais aussi la peau de la perle, que certains appellent la pureté. Il va y avoir l'orient,
le lustre, la couleur. Voilà. Donc tous ces critères. Qu'est-ce que c'est l'Orient et le lustre? Alors deux choses différentes qui sont souvent confondues. L'Orient, ça va être par rapport à au reflet de la perle et toutes ces petites nuances de couleurs. Et le lustre par rapport à la brillance. Voilà. Donc c'est des choses qui vont venir de la densité des couches de perles. Enfin après c'est assez technique. Et toutes ces choses-là réunies vont expliquer la différence entre deux colliers de perles qui vont vous sembler totalement identiques en colliers de perles fines et qui vont faire des prix très différents. Voilà. Il y a aussi l'homogénéité des perles. Enfin voilà, c'est très... Sur un bijou où on assemble plusieurs perles, évidemment. Et on dit toujours la difficulté d'harmoniser les perles et de trouver 2 perles ou 3 perles ou 10 perles similaires. Ça va également être, quand vous avez un collier qui est totalement homogène, c'est un vrai plus par rapport à un collier avec des perles très différentes. Bon, la perle se réveille. Vous nous disiez en préparant cette émission que c'est un marché qui a longtemps été endormi. Qu'est-ce qui réveille ce marché endormi, d'après vous, Aurélien ? Alors, c'est la rareté, effectivement. Il faut savoir que le marché de Paris, la place de Paris était vraiment la capitale de la perle il y a un siècle maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on avait une exploitation, on avait des ressources naturelles qui apportaient des perles françaises au marché ? Alors, il y avait effectivement, on sait que la place de Paris, c'est quand même la capitale de la joaillerie, de manière générale. Et la perle fine, était très utilisée à l'époque, la belle époque, les années folles notamment, très utilisée à cette époque-là, et tout le monde souhaitait porter un collier de perles. Les femmes souhaitaient porter un collier de perles. Donc, à cette époque-là, il y avait énormément de marchands de perles qui étaient sur la place parisienne, notamment rue Lafayette, où il y avait 300 marchands en perles fines, notamment. Et quand on a vu les perles de culture arriver, et ben justement, c'est là où on a commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir les identifier, les distinguer. La naissance du laboratoire est arrivée aussi à la même époque. Et c'est vrai que cet esprit de rareté, plus ça va et plus c'est compliqué d'avoir des perles de qualité, des perles fines sur les bijoux actuels. Philippine, aux enchères, qui sont les acheteurs et qui sont les vendeurs ? Alors, les acheteurs, c'est un tout petit marché très restreint de personnes qui, très souvent, sont nées dans la perle. Ils vivent la perle, ils la comprennent et ils la connaissent par cœur. Donc, c'est beaucoup les pays d'origine. Donc, ça repart beaucoup dans les pays du Golfe ou en Inde. Ils ont cette culture et cette connaissance de la perle parce que les perles viennent de chez eux. Et si Paris a été une place de trading, c'était au départ là-bas qu'on trouvait le plus de perles. Donc les acheteurs, c'est vraiment souvent ces profils-là, et c'est vraiment un tout petit marché. Les vendeurs, il y en a beaucoup, et particulièrement à Paris, parce qu'il y a eu cette place de vente. Donc, tout le monde a un collier de perles dans sa famille. Très souvent, ils ont été oubliés au fond d'un coffret à bijoux. Souvent, il y a quand même cette connaissance. Les gens ne savent plus trop ce que c'est la différence entre perles fines et perles de culture, mais les générations d'avant ont dit attention, ce sont des perles fines, parce qu'eux, ils ont vu l'arrivée des perles de culture, ils ont compris la différence. Elle a été transmise sans vraiment être expliquée, mais voilà, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous disant j'ai un collier, on m'a toujours dit que c'était des perles fines. Ils savent pas trop ce que ça vaut, ils pensent que ça vaut pas grand-chose, et ils les ont un peu mis de côté, voilà. Bon, 2 questions pragmatiques. On a un collier de perles chez soi. Comment on le soigne bien ? On ne le laisse pas traîner dans une boîte à bijoux. Alors voilà, alors on dit qu'il faut les porter. Pourquoi est-ce parce qu'elles vivent. Et effectivement, au final, c'est quand même vrai. La perle fine, c'est une matière naturelle, donc elle a besoin d'hydratation. Et c'est pour ça que souvent on dit que c'est bien de les porter, parce que tout simplement, avec l'humidité de la peau, voilà, ça va les hydrater. Donc effectivement, c'est des matières qui peuvent vieillir, qui peuvent subir les aléas du temps. Donc c'est bien de les porter, surtout jamais dans des endroits très secs, du coton, voilà, mais des matières vivantes. Et autre question, pardon, un peu Madame Michu pour tous les deux. Quelque part, je vois l'aspect très naturel des perles. On ne pense pas à tout l'univers du diamant qui est, à juste raison, souvent pointé du doigt, et pointé dans le droit pour des conditions d'exploitation. On comprend que la perle, c'est quelque chose d'assez naturel. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une tendance ESG où, en fait, les jeunes gens s'intéressent de plus en plus aux perles, parce que justement, finalement, c'est un bijou assez
éthique. Je m'avance pas sur ce mot, mais finalement assez écologique. Voilà. Ce qui est intéressant dans le marché de la perle, c'est que ce sont des perles de seconde main, effectivement. Donc il y a du recyclage. On peut réutiliser des perles et les utiliser sur des bijoux modernes après. Et après, il y a aussi tout ce qui concerne effectivement l'environnement. Moi-même, j'ai eu la chance de pêcher à Bahreïn des huîtres, et il y a tout un circuit en fait à Bahreïn qui permet de comprendre le marché de la perle, un circuit touristique, et on peut aussi pêcher des huîtres et avoir de la chance peut-être de pêcher une perle. Donc c'est assez intéressant ce côté-là. Ouais. À la pêche aux huîtres. Pour finir, Philippine, faites-nous réfléchir avec peut-être une ou deux adjudications mémorables de ces dernières années, un collier de perles ou un bijou à base de perles que vous avez vu passer et qui est parti à un prix flambant. Alors très souvent, voilà, ce sont des colliers qui vous ne ferez pas tellement de différence entre deux colliers que vous allez juger à peu près de même grosseur, qui va vous sembler... alors, il y a déjà le collier de perles de culture qui va se vendre 200, 300, 400 euros. En fait, on pourrait faire des ventes entières de colliers de perles de culture. On en vendrait 3, en fait. Voilà, il y en a beaucoup trop par rapport à la demande que l'on a. Okay. Donc, il n'y a plus du tout de prix. On les vend très peu, même si on dit de temps en temps... Là, on dit ces dernières années que la perle de culture revient à la mode et effectivement, il peut y avoir quelques exceptions, mais il y en a quand même eu beaucoup sur le marché. Donc, la demande est assez faible et vous allez effectivement avoir des qualités très différentes. Donc, on ne peut pas faire de généralité, mais les prix sont assez bas. Et puis, pour des colliers assez similaires, vous allez avoir en fonction de la qualité que j'expliquais tout à l'heure, la peau, la couleur, l'orient, l'homogénéité des formes, des colliers qui vont se vendre 15 000 - 20 000 euros et d'autres même 80 000 - 100 000 euros pour un rang simple qui va sembler être un rang de jeune fille qu'on offrait pour les 18 ans. Voilà. Donc des écarts de prix assez importants. Bon, si vous êtes convaincu ou intéressé, d'abord, chez Agut, vous organisez une vente de perles fines, mais plus largement de bijoux dans quelques semaines. Ce sera le 25 mars. Et puis, il y a une exposition en ce moment à Paris qui porte tout à fait son nom et qui illustre tout ce qu'on vient de se dire. Paris, capitale de la perle, c'est à, vous allez me dire où, Philippine? C'est à l'école des Arts Joailliers. Des Arts Joailliers. L'école des Arts Joailliers à Paris, jusqu'à... début juin, si je ne dis pas de bêtises, où vous pouvez aller compléter cette culture du bijou, voilà, puisqu'on parle de perles dans cette séquence. Intéressant de voir les modes. Et puis peut-être aussi, quand on regarde un peu les défilés de la Fashion Week, on voit pas mal d'hommes porter des perles maintenant. C'est peut-être le relais de la croissance de ce marché. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Philippine Dupré-Latour, experte et directrice du département bijoux à la maison Agut, en duo avec Aurélien Delaunay, directeur du laboratoire français Gémologie, qui analyse et qui permet d'identifier d'une part les perles naturelles des perles de culture et qui nous permet de prendre un peu de recul sur ce marché.